Et bonjour, Nicolas Namur, je dirige l'atelier de santé urbaine qui est un bureau d'études en urbanisme favorable à la santé. L'atelier de santé urbaine accompagne les collectivités territoriales dans la révision des documents de planification urbaine, les PLU, les SCOT. On accompagne également les collectivités territoriales dans les opérations d'aménagement urbain pour intégrer la santé à chaque étape de l'aménagement. Et puis nous faisons des évaluations d'impact sur la santé qui vise à anticiper les effets sur la santé d'un programme, d'un projet ou d'une politique. La philosophie de l'atelier de santé urbaine repose sur ce qui a été bien expliqué par Madame Thomas tout à l'heure, sur les différents déterminants de santé. Les individus sont exposés à une multitude de facteurs susceptibles d'influencer positivement ou négativement leur santé. On parle de facteurs de risque lorsque ces facteurs ont un impact délétère sur la santé, par exemple l'exposition aux nuisances sonores, l'exposition à la pollution de l'air. Ça a été dit, une mauvaise alimentation, la sédentarité. Et à l'inverse, on parle de facteurs de protection lorsque ceux-ci sont favorables à la santé des individus comme l'accès à des espaces de ressourcement, l'accès aux espaces verts, les mobilités actives. Donc préserver la santé nécessite de bien comprendre ce qui fait et ce qui ne fait pas santé. Et l'UFS, donc, qui a été développé depuis 1987 par le réseau des villes santé, a été conceptualisé par Tsuru et Barton de l'OMS dans les années 2000 et se développe en France depuis 2010, notamment suite au Grenelle de l'environnement en 2007, mais aussi grâce à la création des ARS, des agences régionales de santé en 2010, qui ont largement poussé ce concept. Et l'UFS donc vise à promouvoir des pratiques d'aménagement qui ont pour finalité de maximiser l'exposition des populations aux facteurs de protection et de minimiser l'exposition des populations aux facteurs de risque en tenant compte des inégalités de santé. UFS, on rappelle, c'est urbanisme favorable à la santé, pour que tout le monde Voilà. ait bien. Oui. Le HESP, l'École des hautes études en santé publique, a développé notamment plusieurs outils, plusieurs guides, et puis un concept autour de 3 axes de déploiement de l'UFS, qui est d'abord de tenir compte d'une approche écosystémique de la santé. On l'a vu avec Madame Thomas, notre santé globale est faite de multiples déterminants, et la conséquence de multiples déterminants, c'est aussi développer une culture partagée, la nécessité d'une interdisciplinarité pour tenir compte de la santé, puisque, et c'est le concept d'ailleurs de santé dans toutes les politiques, qui a été développé par l'OMS, poussé par l'OMS, et qui montre que chaque politique, finalement, en particulier les politiques des collectivités territoriales, peuvent avoir un impact sur la santé, les mobilités, la manière d'urbaniser, les morphologies urbaines, tout ça a un impact. Et cette interdisciplinarité nécessite beaucoup d'acculturation entre les différents acteurs d'un projet d'aménagement urbain. Et enfin, l'UFS s'appuie sur des outils. L'un de ces outils, le premier, le plus ancien, qui a été consacré par le consensus de Göteborg en 1999, ce sont les évaluations d'impact sur la santé. J'en disais un mot tout à l'heure, qui visent donc à anticiper les effets sur la santé d'un projet, d'un programme ou d'une politique, donc en amont, avant que le programme soit mis en œuvre, pour justement rectifier, opérer des recommandations. À l'atelier de santé urbaine, on a eu l'occasion donc de faire une EIS, évaluation d'impact sur la santé, sur le futur plan local d'urbanisme métropolitain de Tours Métropole Val-de-Loire, qui envisageait de réunir les 22 communes de son agglomération et leurs 22 PLU dans un seul PLU métropolitain, et nous a demandé donc d'évaluer au regard d'un cadrage qui a été fait au travers de déterminants, au travers de la qualité de l'air, l'environnement sonore, les champs électromagnétiques, mais aussi la cohésion sociale, l'accès aux espaces de ressourcement, ce qu'allait donner leur PLU. Et ça a été l'occasion d'interroger vraiment en profondeur justement à la fois les différents documents du PLU, parce qu'en urbanisme, on a quand même des données, enfin, des méthodologies très précises. Un PLU est fait d'un PADD, plan d'aménagement et de développement durable, d'un zonage, d'une cartographie, des zones à urbaniser ou autres, d'un règlement, un règlement graphique, un règlement textuel. Et donc on a analysé tous ces documents et on a essayé d'y injecter des recommandations pour améliorer la santé. Notamment, je vais prendre quelques exemples, qu'est-ce qu'on fait face aux champs électromagnétiques dont une étude de 1977 indique qu'il y aurait possiblement un lien entre la leucémie de l'enfant et les champs électromagnétiques. L'ANSES, depuis, n'a pas vraiment corroboré, mais en même temps,
laisse le principe de précaution à l'œuvre et recommande de ne pas s'installer près des lignes de haute tension. Et pourtant, on a beaucoup de maires qui, pressés par le ZAN, la nécessité du zéro artificialisation nette, et qui est louable. Le ZAN est très important, parce que si on continue à imperméabiliser nos sols, nous allons vivre dans un niveau de chaleur urbain gigantesque, et nous allons faire fuir et disparaître toute la biodiversité. Donc le ZAN est nécessaire. Néanmoins, il contraint les communes à chercher des endroits où développer les logements, parce que les populations croissent. Et donc, les maires ont tendance à chercher des terrains déjà urbanisés pour développer de nouveaux habitats, et donc souvent à proximité de lignes à haute tension. Et le CEREMA nous dit attention, ne faites pas ça, parce qu'on a des conséquences évidemment sur le système nerveux, sur la vue, mais aussi potentiellement sur le cancer. Et donc, typiquement, une des recommandations de l'EIS, s'appuyant sur le CEREMA, sur l'INRS, était de dire vous laissez une zone d'inconstructibilité de 30 mètres pour les lignes de 90 kV, de 100 mètres pour les lignes de 400 kV, vous ne construisez pas là sur une nouvelle zone à urbaniser. Et c'est là où ça devient très politique, parce que quand vous faites ça, que vous dites qu'on ne va pas créer de nouvelles habitations sur une nouvelle zone à urbaniser, qu'est-ce qui se passe pour toutes les habitations qui sont déjà à proximité de ces lignes? Donc il y a un sujet politique. On a aussi géré le risque inondation, parce qu'à Tours Métropole Val-de-Loire, par exemple, vous avez des kilomètres et des kilomètres de digues entre la Loire et le Cher. La Loire est un fleuve sauvage, c'est un territoire très inondable. Je crois que le tiers de la population vit dans des zones totalement inondables. Et lorsqu'une digue casse, c'est ce qu'on appelle une zone de dissipation d'énergie. Ça vous fait l'effet d'un tsunami. Et en réalité, on s'est rendu compte qu'un projet du zonage était de construire des habitats dans ces aléas très fortes d'inondation et dans ces zones de dissipation d'énergie. Voilà, c'est aussi comment on fait pour protéger les cyclistes, parce que quand on veut développer la pratique du vélo, et il y a deux choses à prendre en compte, c'est que d'une part, par exemple, Tours Métropole Val-de-Loire est très imperméabilisé et très dense en son cœur métropolitain, mais tout autour, c'est la campagne. Donc comment on ne pénalise pas les gens qui habitent en campagne en essayant d'abolir un peu l'usage de l'automobile? Voilà, ça c'est un premier point. Et par ailleurs, les cyclistes en campagne, qu'est-ce qui se passe au moment des épandages de pesticides, alors qu'ils respirent à plein poumon et qu'ils font le son dans l'effort, et qu'il y a un épandage qui est juste à côté d'eux? Ça, ce sont des choses qui ne sont pas souvent prises en compte. Eh ben non, on propose de faire des haies anti-dérives de pesticides. Génération Future a remarqué, l'association Génération Future a retrouvé des résidus de pesticides à 100 mètres des zones d'épandage. Donc il faut protéger les habitants, il faut protéger les établissements sensibles, et il faut protéger les cyclistes. Voilà, on a vu plein de choses, donc ça nous permet d'avoir une vision globale à l'échelle de l'agglomération, 400 000 habitants, 350 km², donc c'est sur un grand territoire. Mais aussi au niveau plus local, là c'est un autre outil de l'EHESP qui nous sert de support, c'est l'outil Isadora. L'outil Isadora permet d'appréhender un aménagement urbain à l'aune de 15 grandes clés. 3 clés de processus qui sont la nécessité d'avoir une instance santé, cette fameuse interdisciplinarité dont je parlais tout à l'heure, d'avoir des acteurs qui se parlent et qui choisissent ensemble. C'est aussi les démarches participatives, faire participer les habitants au choix d'aménagement qui les concerne, puisqu'on a l'expertise d'usage qui a été trop souvent négligée et qui revient comme un élément fondamental de tout aménagement urbain. Que pensent les usagers et les usagères de tel ou tel choix d'aménagement? Et puis, la nécessité de dresser un portrait de santé et d'environnement du territoire. Et là, on a bien vu que des acteurs comme l'ORS sont vraiment indispensables, avec tout ce travail de recensement des différentes vulnérabilités de population qui est faite, qu'on va pouvoir mettre en regard du territoire à urbaniser. Et après, on a 12 clés de thématiques. La clé 4 qui est l'exposition des populations. Est-ce que les populations sont exposées à la pollution de l'air, aux nuisances sonores, aux champs électromagnétiques? La clé 5, c'est la qualité des logements. Est-ce qu'on passe 80 à 90% de notre vie à l'intérieur de logements? L'air intérieur est bien plus pollué que l'air extérieur, puisque l'air intérieur vient de l'air extérieur, auquel s'ajoutent des COV, des poussières, des composés organiques volatiles, des composés organiques semi-volatiles. D'où l'intérêt d'aérer régulièrement. Il y a 2 outils qui sont très intéressants, qui ont été créés par l'OMS, qui sont l'outil RQ+, qui permet, et justement on l'a fait pour Tours Métropole Val-de-Loire, en leur disant regardez, si vous réussissiez à atteindre les valeurs de l'OMS en termes de particules fines et de NO2, il y aurait 57 décès évités chaque année. Et de la même façon, on leur a montré grâce à l'outil HIT de l'OMS aussi, qu'en faisant passer la part modale du vélo qui est de 4-5% à 9%,
on aurait 146 décès évités chaque année. Et ce que disait Stéphane est très intéressant, c'est qu'il y a effectivement une maximisation des bénéfices entre la réduction de la pollution et la mise en mouvement de la population, l'activité physique. Parce que c'est vrai, n'oublions pas quand même que la sédentarité, sitting is the new smoking. La sédentarité tue plus aujourd'hui que le tabac. Donc remettre les gens en mouvement, c'est essentiel. Nos modes de vie sédentaires mènent à tous les maux qu'on a évoqués tout à l'heure, dont l'obésité, le surpoids. C'est quand même la solution à beaucoup de choses, l'activité physique. Donc oui, à Grenoble, on a travaillé sur un projet, l'îlot Arc-en-Ciel, où la collectivité voulait vraiment mettre en mouvement les gens, mettre en mouvement les enfants. La population suivait une longue route macadamisée, un gros îlot de chaleur urbain. La collectivité voulait qu'elle marche entre les îlots, donc il fallait que les îlots soient rafraîchissants, soient avenants. Et voilà, il y a eu un exemple intéressant, et d'ailleurs ça m'intéresse de voir comment vous faites à Paris, parce que il voulait développer des larges canopées. Du coup, le projet, c'était de développer des arbres en cœur d'îlot pour que la population puisse venir. On avait même proposé des meubles rafraîchissants, puisque la presqu'île de Grenoble étant sur une nappe phréatique, il suffit de faire de la géothermie, de faire passer de l'air dans une nappe d'eau qui est en permanence à 14-15 degrés, la faire ressortir pour rafraîchir l'îlot central. Et voilà. Et simplement, la collectivité avait besoin de parking et demandait à ce qu'il y ait un parking sous l'îlot central. Ce à quoi, moi, je me suis référé à Caroline Molly, paysagiste un peu reconnue, qui dit tout simplement pas de sol, pas d'arbres, parce qu'ils ne pourront pas pousser, ils ne devront pas une large canopée, ça ne sert à rien, ils seront malheureux, vos arbres. Donc, si vous n'avez pas de sol, sur 50 cm de terre, ce n'est pas la peine d'essayer. Planter, mais planter réfléchi. Voilà. Et donc, moi, je leur ai proposé de sortir le parking, d'en faire un parking silo, d'autant que cet îlot était en bordure d'une voie ferrée, particulièrement émissive en termes de PM2,5. Lorsque le train freine, les roulements à billes émettent des particules fines qui sont, ce que Rémi Slama a dit, les plus toxiques. Il n'y a rien de pire que les particules fines qui viennent du transport et qui viennent du feu, du chauffage à bois. Et donc voilà, on pouvait, avec un aménagement urbain assez audacieux, on a déconstruit le plan masse proposé, on a retiré des logements qui voulaient mettre en proximité d'une route dont on s'est rendu compte que le pont Durand-Savoyer à Grenoble, en fait, faisait l'objet d'un mésusage, c'est-à-dire que pour éviter les bouchons, les gens passaient tous par là, donc il y avait une émission très forte de particules fines. Donc on a proposé de retirer des logements, d'en laisser des bureaux. C'est le principe des bâtiments écrans. Quand vous êtes à proximité d'une autoroute, vous pouvez mettre des grands bâtiments écrans avec du tertiaire, avec des gens qui ne vont pas y dormir, qui ne vont pas y vivre tout le temps, pour éviter justement le passage des particules, des polluants vers les cœurs d'îlots, là où vous voulez protéger les populations. Voilà, donc on avait proposé ce parking silo en bordure de chemin de fer, avec un parc ludo-acrobatique dessus pour mettre en mouvement les enfants, avec une grande halle bio-commerciale, avec un atelier de réparation de vélos solidaire pour que les gens viennent, et même un café autour de cet atelier de réparation de vélos, pour vraiment développer l'activité physique, mais aussi la cohésion sociale, parce que je n'ai pas fini avec les autres clés tout à l'heure de Isadora, mais je vais les passer quand même en revue. Passer un territoire au crible des clés Isadora permet d'avoir une vraie vision écosystémique de ce territoire. Vraiment le cadre de vie agréable à tout niveau, quoi. C'est ça, ouais. Donc c'est la qualité, j'ai dit, donc l'exposition des populations, la qualité des logements, mais c'est aussi les mobilités, comment on fait pour favoriser les transports en commun, les mobilités actives et la marche à pied. C'est aussi l'accessibilité au commerce, aux services. C'est la ville du quart d'heure à Paris. On a une population vieillissante. Les plus de 75 ans étaient constituaient 9% de la population en 2015. Ils constitueront 16% de la population en 2040. Donc si on veut que tout le monde ne termine pas à l'hôpital ou en EHPAD, on est de plus en plus dans des soins ambulatoires, avec la volonté des gens et du système de soins de laisser les gens chez eux au maximum. Si on veut éviter qu'ils prennent la voiture pour aller chercher du pain, il faut qu'il y ait ces services à côté, à moins d'un quart d'heure. Voilà, c'est la nouvelle mixité fonctionnelle qui est érigée comme un modèle urbain. C'est aussi la cohésion sociale, puisqu'on sait que même en période de canicule, en période de grand stress, que ce soit des inondations, le voisin est le premier soutien et le premier rempart face
face au péril, c'est l'identité d'un lieu, la perception sensorielle. On est très affecté par les sens. C'est très important de soigner l'esthétique, les interfaces communs, les espaces publics avec leurs différentes fonctions doivent être pris en compte. Et enfin, l'îlot de chaleur urbain, bien sûr, les trames vertes et brunes. Et on parlait de la nature, je peux en reparler tout à l'heure avec un autre exemple. Et puis la gestion des eaux pluviales. Effectivement, le risque d'inondation, vous l'avez vu dans le Pas-de-Calais, on l'a vu à Valence. Il faut désimperméabiliser, rafraîchir et laisser l'eau s'imprégner dans les sols. J'ai été convié à un colloque pour parler d'urbanisme favorable à une seule santé. Et là, ça rejoint ce que vous disiez sur les espaces verts. C'est comment on fait. Vous êtes sans doute familier du concept One Health, une seule santé, la santé commune entre l'humain, les animaux et les écosystèmes. Tout ça ne forge qu'une seule et même santé qu'il convient de préserver et qui conduit à la question de comment on intègre le vivant en ville. Voilà, c'est avec les avantages et les inconvénients que ça peut avoir, l'intégration du vivant. Enfin, voilà, je trouve que Grenoble aussi fait un travail formidable en termes de mobilité, ils sont énormes. L'EMS, l'Eurométropole de Strasbourg et puis la ville de Paris. Alors je ne vous donne pas des exemples internationaux, mais moi je vous donne mes trois champions français. Très bien, merci beaucoup. Oui, alors parce que ça, je n'ai pas déroulé les aménagements urbains sur lesquels je travaille. Je travaille sur le THP, le Technopole Henri Poincaré à Nancy, qui est un centre d'innovation de recherche qui contient un grand CHRU, un centre hospitalier, qui depuis toujours est construit en bordure d'une autoroute et qui vise une extension et la réunification de tous ces services à ce même endroit. Et effectivement, dans le cadre du diagnostic QFS, un document de 300 pages que je viens de livrer enfin achevé, on a passé le territoire au crible de tous les déterminants de santé et en termes de pollution de l'air, on a une zone critique qui est effectivement la bordure de cette autoroute. J'ai pu les particules fines voyagent jusqu'à 200 mètres, le dioxyde d'azote jusqu'à 100 mètres. Donc qu'est-ce qu'on fait pour s'en prémunir, voilà. Et il se trouve que l'hôpital a fait dans ses plans, l'hôpital soigne, mais a pas forcément une grande connaissance de la santé environnementale, force est de le constater, et ils ont décidé d'implanter un bâtiment femme-mère-enfant, une maternité, à 30 mètres de l'autoroute. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a un niveau politique, moi je dis à l'agglomération... On leur dit construisez ailleurs, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à donner des conseils architecturaux, c'est-à-dire mettez vos prises d'entrée non pas côté autoroute, mais de l'autre côté, mettez plutôt des loggias, et au-delà du problème de la pollution de l'air, puisque le bruit est un proxy de la pollution de l'air et vice-versa, les deux vont de pair, et Paris le sait bien d'ailleurs que les deux vont de pair. Il y a aussi un niveau d'environnement sonore qui est délétère, c'est-à-dire que j'ai calculé grâce aux données FIG que sur la frange sud du bâtiment femme-mère-enfant de cette maternité, on a au-delà de 70 décibels, c'est-à-dire qu'on est sur un point noir bruit, on est au-delà de la réglementation qui est de 67. Les recommandations de l'OMS sont de 53 en période décibels en période diurne. Là, on est à plus de 70, un point noir bruit. Donc ça veut dire qu'il ne faudra pas de fenêtres, il faudra des loggias, il faudra une ventilation double flux, très performante. Et vous n'ouvrirez pas les fenêtres dans la chambre de la maternité. Enfin, je l'espère, parce que sinon, en termes de bruit comme en termes de pollution, c'est un problème. On a relevé aussi des crèches qui sont un peu plus loin, en bordure de l'autoroute. Voilà, donc il faut végétaliser, évidemment, mais ça n'empêche pas tout. On parle des bâtiments écrans, il y a quelque chose qui est très bien à Colombes, en bordure de la A86, ce sont les hautes serres. C'est-à-dire qu'ils ont fait, pour pouvoir avoir des résidences derrière, ils ont fait un grand bâtiment en bordure de l'autoroute, dans lequel ils font de la culture en aquaponie, c'est-à-dire que les déjections des poissons alimentent les plantes, et donc on a un mélange d'agriculture urbaine, de bâtiments écrans, tout ça est très vertueux, et tout ça permet derrière de continuer à urbaniser, de continuer à avoir une vie qui ne soit pas trop impactée par ces facteurs de pollution de l'air. Pour Nancy, c'est un sujet. Voilà. Et autre point, et après je vous rends la parole, sur le parc d'innovation d'Île-Criche, où là on est en bordure d'une réserve nationale naturelle, où on se pose la question, je le disais, l'Eurométropole de Strasbourg se pose la question de comment faire du One Health, donc comment ramener de la biodiversité dans un parc d'activité. Et ben moi je préconise des écureuils, parce qu'il y a beaucoup d'écureuils roux qui sont dans la forêt d'à côté. Ramenons des écureuils sur ce parc d'activité. On a beaucoup d'étudiants. La santé mentale des étudiants va mal. Ils vont très très mal. On sait, il y a un bouquin qui s'appelle Ornithérapie, que la vue des oiseaux fait du bien à la santé mentale. Vous avez bien expliqué comment la nature fait du bien à la santé mentale. Je veux dire, si des étudiants se baladent et qu'on renforce la trame verte et qu'on renforce la marchabilité du site, les mobilités actives, et qu'ils puissent voir des oiseaux, des écureuils, ça fera du bien à la biodiversité, ça fera du bien à la santé mentale, et ça fera du bien à tout le monde.